Bonjour à tous, merci effectivement d'être sur ce site pour Sacré Abeille. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous reçoit. L'une des dernières petites tables rondes, importante parce qu'elle parle de réensauvagement de l'abeille. C'est une des pistes d'avenir sans doute pour cette espèce, on va vous expliquer pourquoi. On va commencer par les présentations. Rosa Maria, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence. Je m'appelle Rosa Maria Licon Luna. Je suis là pour deux associations qu'on a créées pour l'abeille en état sauvage. Le Wild Bees Project, c'est un projet de sciences participatives dans le pays de Gex et Genève voisine, réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. Et récemment, un projet scientifique à niveau global pour étudier les abeilles mellifères dans sa région d'origine, ça veut dire Apis mellifera mellifera, ou toute abeille métissée en Europe, mais il y a aussi Linguistica en Italie ou en Asie, l'abeille africanisée dans les Amériques, etc. Alors c'est un projet scientifique, aussi sciences participatives, globales. Je vais présenter après les deux. Merci. Bonjour à tous, je suis Stéphane Bonnet, je suis rédacteur en chef de la revue Abeilles en Liberté. Bernard Bertrand, fondateur de la revue et présent sur cette scène, m'a confié le pilotage de la revue. Et cette revue est notamment destinée à valoriser les initiatives de réensauvagement de l'abeille mellifère. Et ça va se faire principalement au départ par les ruches de biodiversité, dont on pourra parler plus en détail maintenant, tout de suite. Henri Giorgi. Ma présence ici, c'est sans doute parce que je suis persuadé en tout cas que l'avenir de Apis mellifera, elle dépendait de sa liberté d'action, sa liberté de total équilibre, et pas, je pense, des carcans de l'apiculture traditionnelle dans laquelle on l'a enfermé. Je pense que c'est par l'abeille libre, libérée, ce qu'on appelle peut-être sauvage, mais enfin on définira ce que veut dire le terme sauvage, je ne sais pas. Mais enfin, libérée de toutes les contraintes de l'apiculture, que peut émerger l'avenir de l'abeille de demain, de l'abeille Apis mellifera de demain. Donc Bernard Bertrand, je ne sais pas comment me présenter, écrivain paysan, et j'ai créé effectivement Abeilles en Liberté il y a 4 ans maintenant. Pendant 3 ans, je m'en suis occupé avant de passer la main à Stéphane, qui a remaquetté tout ça et redonné un souffle nouveau à la revue. Parler de réensauvagement, de ruche de biodiversité, réensauvagement, c'est un peu différent. Disons que la ruche de biodiversité, c'est une étape vers le réensauvagement. Mais pourquoi cette idée un petit peu saugrenue? Pourquoi laisser les abeilles en libre évolution? C'est une autre manière aussi d'aborder le problème. Tout simplement parce qu'on a constaté que les abeilles qui vivaient avec Vincent Albouy, qui est un des amis chercheurs aussi qui travaille beaucoup sur ce domaine-là, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait encore énormément d'abeilles vivant à l'état sauvage. On ne dit pas abeilles mellifères sauvages. Effectivement, c'est un terme qui est sans doute abusif. Mais c'est abeilles vivant à l'état sauvage. On préfère ce terme-là parce qu'effectivement, les essaims évoluent, apparaissent et disparaissent. La colonie reste, on peut la croire toujours vivante alors qu'elle ne l'est pas, et vice-versa. On peut la croire disparue alors qu'il y a toujours une poignée d'abeilles dans le nid, prête à rebondir et à repartir et à redonner un souffle nouveau à la colonie. Alors ces observations, on les fait depuis les années 80. Avant, on s'intéressait très peu aux abeilles vivant à l'état sauvage. Pourquoi? On récoltait leurs essaims quand il y en avait, et puis c'est tout. Donc quand ils passaient devant chez nous, on ne savait même pas forcément d'où ils venaient. Mais depuis l'arrivée du varroa, on s'est rendu compte que les abeilles, celles qui se sont le mieux adaptées à cette pandémie, on va dire, épizootie, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, on s'est rendu compte que les abeilles vivant à l'état sauvage, au bout de quelques années, rebondissaient
les populations rebondissaient. C'est-à-dire après avoir chuté drastiquement, puisque c'est de la sélection darwinienne, hein, c'est-à-dire 95-98% des populations peuvent disparaître, mais au bout de quelques temps, avec le faible pourcentage restant, les populations se redressent, se relèvent, et après le varroa semble ne plus poser de problème à cette espèce. On a fait ce constat-là, on le fait aussi sur les frelons asiatiques. Il y a des ruches qui sont capables de lutter contre les invasions de frelons asiatiques, d'autres pas. Donc il va y avoir une sélection aussi qui va s'opérer. Et bien évidemment, quand c'est la nature qui fait la sélection, elle est beaucoup plus violente que nous, mais plus efficace aussi. Puisque nous, avec nos pièges, nos tapettes et autres filets protecteurs, on perturbe un petit peu cette sélection. Voilà l'idée majeure de ce sujet. C'est une table ronde, on va parler ruches de biodiversité. Henri, tu vas nous parler des ruches-troncs peut-être, qui sont d'anciennes ruches de production, mais auxquelles aujourd'hui on donne un autre rôle, peut-être celui de ruches de biodiversité. Oui. Un premier cheminement m'a mené vers les ruches-troncs, parce que je suis des Cévennes. La ruche-tronc, je pense qu'ici, tout le monde en a entendu parler pas mal. C'est la ruche issue d'un tronc creusé et qui est traditionnelle en Cévennes, mais qui a existé absolument partout dans le monde. Simplement, chez nous, elles sont faites en châtaignier, qui est un bois un peu putrescible. Il m'arrive de travailler sur des ruches qui, pour certaines, peuvent avoir 200 ans. Et il y a toujours des abeilles dedans les souches n'ont pas 200 ans, je vous rassure. Hein. Et avec cette grosse lose par le dessus. Voilà, alors ces ruches ont été exploitées pendant des siècles, sauf que avec l'avènement de la ruche à cadre qui est arrivé, ça a été un bond phénoménal dans les méthodes d'apiculture et de production, et ces ruches-troncs ont été laissés à l'abandon. Si bien qu'encore aujourd'hui, on peut faire la visite de centaines, de milliers, parce qu'il y en a encore plein de ruches-troncs. Ce sont pour la plupart que des ruines, des œuvres d'art en ruine. En fait, je préférerais dire des œuvres d'art, parce que le ruche-tronc est déjà par lui-même une œuvre d'art, et les ruches-troncs artistiquement façonnés par le temps les ont rendus uniques. Pour certaines, ce sont de véritables œuvres d'art. Et tout ça est en ruine. Alors, c'est pas pour ça que moi c'est pas la principale raison pour laquelle je m'en suis approché. C'est parce que j'ai découvert que vivaient à l'intérieur de ces troncs tout à fait étranges, bizarres, et dont on a a priori envie de faire que du bois de chauffage. C'est souvent ce qui s'est passé en Cévennes. Eh bien, ils vivaient des abeilles. Et pour ma part, qui venait de l'apiculture professionnelle, puisque j'ai fait un peu plus de 40 ans d'apiculture professionnelle, pardon, j'en ai encore les poils qui se redressent, j'ai eu cette prise de conscience d'abeilles libérées dans des volumes paysans, vieux, avec toute une histoire. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, le film de Yann et Perrine Bertrand. On voit cette émotion à la fin, je ne me rappelle plus du nom du film, peut-être. Ouais, enfin, on voit cette émotion où lui-même a découvert des abeilles libérées, libres. Moi, j'ai vécu cette chose. Peut-être pas aussi intensément, mais je l'ai vécu dans ma tête très, très fortement. Et j'ai plus pu m'arrêter. Et de fil en aiguille, j'ai plus voulu utiliser le terme apiculture. Je suis désolé, c'est pas un terme péjoratif, hein, je ne le dis pas. Mais je me suis senti mal à l'aise là-dedans. Et je me suis dit, c'est pas de l'apiculture. Ma place, elle est dans l'accompagnement. Accompagnement des abeilles. C'est-à-dire les laisser vivre, les regarder vivre. Puis si j'ai une action à mener, elle ne sera pas de l'ordre du perfectionnement, elle ne sera pas de l'ordre du rehaussement des récoltes de miel, etc. Ça sera, si je peux vous donner un coup de main, je vais vous donner un coup de main. C'est de l'accompagnement. Et j'ai développé ma petite chose comme ça. Et j'ai vu que ça intéressait. En fait, je n'étais pas seul au monde. Il y avait plein de gens que ça intéressait, que ça touchait, qu'il y avait une sensibilité et une prise de conscience
qui étaient certes très dispersés. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver les liens et tout ça. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient cette même sensibilité et qu'elle bénéficiait grandement à l'abeille. Avec tous les retours qu'on a depuis maintenant, que j'ai depuis 7 ou 8 ans, je peux dire que l'abeille, certaines abeilles en ont vraiment bénéficié et continuent à en bénéficier. Et puis il y a eu un petit, sans doute au contact de mes amis, de tous ces liens que j'ai tissés au fur et à mesure du chemin, il y a un changement qui s'est fait. Je me suis dit, mais dans le fond, l'accompagnement c'est bien, ça doit exister, c'est nécessaire. Et puis c'est très agréable aussi, il y a le côté agréable pour nous de ce contact avec les abeilles et puis de les aider. Mais il y a aussi celui de leur foutre la paix, de les mettre en place dans un lieu qu'on envisagerait comme idéal, entre guillemets. Quel est l'idéal pour une colonie d'abeilles qui vit dans la forêt? On a des soupçons, on a des indices. Mais est-ce qu'on connaît tout? Avec Myriam Lefebvre qui a fait une conférence ce matin, on voit que les liens avec la nature, les profondeurs de la nature, la terre, l'air, etc., c'est quand même beaucoup plus intime que nous, l'échange qu'on peut avoir avec les abeilles. Mais on peut imaginer tout de même ça. Et alors donc, je me suis tourné vers, entre guillemets toujours, l'ensauvagement des abeilles, c'est-à-dire les mettre en place dans ce que moi j'imagine en tout cas comme étant le plus naturel pour elles, le tronc d'arbre. Je reste à creuser des troncs, hein, à peu près, et les mettre en situation de vivre leur vie sans aucune contrainte, donc bien évidemment sans traitement. Je fais une petite aparté avec le travail de Geerk. Vous avez vu qu'avec les acariens prédateurs, c'est une aide extérieure. J'en parle pas trop, il en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Mais sinon, sans aucune contrainte, même pas d'accompagnement. Je rejoins là le système darwinien, quelque part. Si tu meurs, si tu n'es pas capable de vivre, à cet endroit-là, disparaît et laisse la place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très charitable de notre part, des fois, parce qu'on pourrait faire un petit geste, un petit nourrissement, un petit truc comme ça. Mais non, ce n'est pas aller dans le sens de ce geste qu'on fait de libérer l'abeille dans son environnement sauvage. C'est là peut-être que le côté sauvage intervient, je ne sais pas. Voilà. Donc ma démarche aujourd'hui, elle est celle-ci. C'est après l'accompagnement, maintenant je suis quand même beaucoup plus passé à un ensauvagement d'abeilles, de réensemencement d'abeilles dans l'environnement. On sait que nos milieux ont perdu énormément de sites d'abris pour les abeilles et pour la faune sauvage, on en a parlé ce matin. L'idée de la ruche de biodiversité ou ruche de conservation, c'est de recréer des gîtes de manière artificielle, comme on pose des nichoirs pour les oiseaux, on pose des nichoirs pour les abeilles. D'ailleurs, ce serait presque plus pertinent d'appeler ça des nichoirs à abeilles, parce que si un jour l'administration nous emmerde avec leur traitement obligatoire, etc., on pourra toujours dire que nos abeilles ne sont pas dans des ruches, qu'elles sont dans des nichoirs, et donc on n'est pas concerné par les plans de traitement qui vont chercher à nous imposer. L'idée, c'est ça, c'est de remplacer tout ce qu'on a détruit au fil des siècles derniers en termes d'habitat. La ruche de biodiversité ou l'abri de biodiversité, le nichoir de biodiversité n'agira qu'au niveau de l'habitat, mais c'est un des paramètres importants quand même pour permettre à ces populations de se réinstaller. Stéphane, à toi. Alors, Bernard et Henri ont déjà dit pas mal de choses, enfin ont déjà commencé à débroussailler un petit peu. Je ne veux pas forcément dire la même chose, même autrement. Pour moi, simplement, abeilles en liberté, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que libérer les abeilles? Pour moi, c'est d'abord les libérer du productivisme. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la production de miel, pas du tout. En fait, on serait plutôt pour favoriser la diversité dans les approches. On serait pour défendre d'autres possibilités d'avoir un lien à l'abeille et que ce ne soit pas uniquement en lien avec les produits de la ruche. Donc pour moi, les abeilles libérées, c'est des abeilles libérées du productivisme. Et l'une des meilleures manières de le faire, c'est donc de leur fournir un habitat qu'elles ne trouvent
plus ou très peu dans ce qui reste de nature, sous forme de nichoirs. Alors j'ai conscience qu'on est dans un format de table ronde, et donc je vais pas forcément faire une conférence, je vais plutôt privilégier les interactions avec vous, avant de donner la parole à Rosa Maria. Voilà, je ne vais pas être trop bavard, sauf s'il y a un point précis que je peux développer éventuellement. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous parler de cette photo qui est derrière, ce petit triptyque là. Alors il est pas à l'endroit. Normalement, c'est le texte nous donne son horizontalité. Normalement, il a été penché de l'autre côté. Voilà, c'est le genre de situation qu'on trouve aussi en France. Les abeilles ont besoin de ruches de biodiversité, elles ont besoin d'abris, elles ont besoin de nichoirs, mais pas toujours. Elles peuvent aussi nicher, et on retrouve ça sur une falaise dans la Drôme. Cette photo, elle a 2 ans. Ce triptyque dessin, quand on l'a visité, il y en avait un, celui qui est le plus dans le creux de la roche, celui qu'on voit en haut, qui était très très bien peuplé. Les 2 autres étaient vides, parce qu'ils sont plus exposés. Donc on comprend aussi l'intérêt du choix de l'emplacement que les abeilles ont. Mais c'est pour vous dire à quel point les abeilles sont capables effectivement de trouver dans la nature des gîtes, des sites pour se reproduire et se multiplier, et parfois dans des lieux complètement impensables. Ce type de situation, on le retrouve aussi dans des vieilles bâtisses, des vieux châteaux, des vieux murs à moitié effondrés. Ce sont des situations qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Et c'est tout l'intérêt d'un travail comme celui que fait Vincent Albouy avec son groupe de chercheurs, qui ne sont pas des vrais chercheurs, mais voilà, d'observateurs, on va dire, de faire un bilan un petit peu de tous ces sites de nidification des abeilles, qui sont un potentiel extraordinaire, et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup plus. Et moi, je suis 2 ou 3 sites importants pour moi, dans des zones de grande agriculture, je le précise, parce que ça prouve bien que c'est pas forcément un facteur, c'est pas systématiquement un facteur limitant. Si on donne d'autres bonnes conditions aux abeilles, dans ce cadre-là, elles arrivent très bien à survivre. Un dans le Gers, chez ma fille Perrine, dans un vieux mur d'église, où il est complètement effondré, il ne reste plus que les 4 murs, mais des murs qui font 1,20 m de large. Et là, de 3 à 6 colonies vivent, donc pas en permanence, bien sûr, parce qu'il y a des interruptions pour certaines d'elles, mais il y en a 2, ça fait plus de 5 ans que je les suis, et ça fait plus de 5 ans qu'elles sont là en permanence. Même topo en Bretagne, entre 6 et 9 essaims sur une même église, 2 essaims, un dans la pharmacie à côté, un autre dans le mur d'une bâtisse d'infirmières juste en face de l'église, donc ça fait jusqu'à 11 essaims, 7 années en même temps. L'année dernière, les essaims étaient 7. Certains essaims, ça fait 7 ans que je connais Christina, donc ça fait 7 ans qu'on suit ces essaims-là. Ça fait 7 ans que ces essaims-là ont survécu à tous les mauvais traitements de l'agriculture autour en Bretagne profonde. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui nous donne de l'espoir. C'est que la nature nous montre qu'elle peut... alors, vous allez sans doute nous interroger sur le volume des ruches et tout ça. Franchement, elles s'en foutent. Ça, c'est nous qu'on veut faire on veut faire des règles, on veut leur imposer des mensurations, on veut penser à leur place, et ça, c'est très, très mauvais. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Et à travers vos questions, on va pouvoir approfondir. On laisse Rosa Maria nous présenter son sujet, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'en France que ça se passe. Et après, on vous passe la parole. Que c'était déjà un chemin, le travail de Albouy. Alors, on a lancé à un niveau sciences participatives et sciences fondamentales. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de traduire cette présentation, mais elle résume bien notre travail avec des images. On a commencé dans la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura. On a parlé avec le conservateur. On a fait la documentation. Et on va faire les premières études démographiques d'abeilles mellifères à l'état sauvage.
Et bon, comme les abeilles ne connaissent pas de frontières, on s'extend de l'autre côté de la frontière en Suisse. On est une équipe initiale de 6 personnes, des différentes professions, mais très motivées pour l'aspect naturel des abeilles dans leur géographique d'origine. On a trouvé plusieurs cavités naturelles ou artificielles où les abeilles se débrouillent assez bien sans exploitation ni sans aide, comme il a dit Vincent hier. Et on ne travaille pas seulement l'abeille mellifère à l'état sauvage, mais aussi les abeilles solitaires, les bourdons. On les voit toutes au même niveau parce que souvent, il y a des groupes qui s'occupent d'un seul type d'abeilles mellifères ou sinon les pas mellifères et on voulait trouver, harmoniser les deux groupes. On a installé aussi dans un milieu assez préservé, le Fort L'Écluse, à côté du Rhône, un rucher d'abeilles noires, aussi avec des ruches de biodiversité, des ruches troncs, des ruches varées, etc., qu'on essaie on intervient au minimum et s'il y a le essaimage, on le laisse. Peut-être on met une ruche pour voir si elle accepte ou si elle s'en va. C'est le réensauvagement. Et bon, on voit que, comme je vous ai dit, les abeilles mellifères ont beaucoup de gardiens, les apiculteurs. Et on a le fait mode, tout le monde veut installer une ruche et faire beaucoup pour la nature, mais parfois c'est une erreur. On a trop d'abeilles dans les villes, partout. Il y a trop d'abeilles, ça ne laisse pas assez de ressources nourricières pour les autres pollinisateurs. Et puis le conservationniste, il voit l'abeille mellifère comme des poules. C'est quelqu'un qui a fait cette comparaison hier que je trouve assez injuste parce que Apis mellifera mellifera, il existe bien avant nous dans cette géographie. C'est bon? Alors nous, on essaie de harmoniser, voir l'abeille mellifère dans son état naturel, la forêt européenne. Je vais passer assez vite. Le travail de Vincent Albouy, de Tom Tilley, ce sont nos bases pour continuer. On voit aussi qu'il y a assez de... ça commence la recherche pour comparer l'état de santé de l'abeille des rouges et de l'abeille qui vit dans les arbres. Elle est en meilleur état de santé. Et pourquoi s'occuper d'une seule abeille à l'état sauvage? Il y en a 1000 alors. On ne s'ennuie pas. Pour les reconnaître, c'est un défi assez beau et assez intéressant. L'état de santé des personnes qui participent dans les sciences participatives, pour répéter, améliore aussi. Si on a quelques problèmes de dépression, etc., le système immunitaire s'améliore quand on va dans la nature, etc. Alors, je vous invite, soit pour les papillons, les abeilles, se connecter à la nature. Et oui, on trouve déjà plusieurs nids, comme on dit Bernard, à l'état sauvage, qui passent l'hiver, c'est-à-dire qu'elles sont résilientes, qu'elles gèrent bien le varroa et des autres problèmes. Et bon, on ne veut pas domestiquer l'abeille. On a essayé depuis que l'humanité existe, on ne l'a pas réussi. Et on ne veut pas le faire. On voit par exemple le ver de soie, il a été domestiqué, il n'existe plus dans la nature, il n'est pas capable de vivre sans notre aide. Et on ne veut pas rendre les abeilles mellifères dans la même situation. Alors ce qu'on peut faire, c'est réconcilier la conservation et la production durable. Restaurer l'habitat parce qu'on sait que la
première problématique de la faune sauvage ou les plantes du monde sauvage, c'est la manque d'habitat. Alors, restaurer l'habitat, laisser les arbres vieillir, c'est des cavités, ou même installer des ruches de biodiversité, si elles sont colonisées spontanément, c'est magnifique. Et puis, favoriser les abeilles locales. Pas d'importation, c'est pas seulement la génétique, mais c'est aussi des risques sanitaires. Il y a le petit coléoptère de la ruche en Italie, c'est un risque énorme à chaque fois qu'on a des importations. Alors, abeilles locales, métissées ou noires, mais locales. Et pas trop de colonies d'abeilles dans un seul emplacement. Ça limite les abeilles non mellifères et tout autre pollinisateur sauvage. Merci beaucoup. S'il y a des questions, bonjour, moi j'avais juste une question sur les réseaux telluriques et autres, parce que du coup, comme Bernard l'a fait remarquer, il y avait des abeilles qui tiennent dans des ruines d'églises, et hier quelqu'un en blaguant a dit oui, mais elles sont sous la protection du Saint-Père. En fait, est-ce que vous avez des retours d'expérience à faire par rapport au réseau tellurique, réseau doré, réseau sacré, et le fait que les abeilles se sentent mieux dans ces endroits-là qu'à d'autres endroits, ou pas du tout? Merci. Alors moi, j'ai pas de retour d'expérience, mais par exemple, si je me fie sur l'église à Plumaudan en Bretagne, où il y a 7 à 9 nids qui sont occupés, c'est plus l'opportunité du trou que son emplacement. Alors on sait que les églises sont placées sur des zones énergétiques bien spéciales, donc déjà ça c'est une partie de la réponse. Dans des christs aussi. On connaît plusieurs cas, dont un qui est célèbre dans le Perche, de Christ, donc de statues accrochées à des calvaires qui sont occupés par des essaims d'abeilles. Et un a défrayé la chronique dans le Perche il y a quelques années, parce que voilà, le Christ est tombé de sa croix, l'essaim a survécu, ça faisait des années, et de mémoire d'homme, on avait toujours vu des abeilles dans ce Christ. Je ne dis pas qu'il y a eu des interruptions, qu'il n'y a pas eu d'interruption, il y a pu y en avoir, mais assez peu fréquentes, ça a toujours été occupé. C'est un essaim qui était situé sur une zone passante, un sentier découvert passé au pied du Christ. Il n'y a jamais eu un accident. Il est tombé, un ami qui connaissait les ruches de biodiversité a voulu le sauver. L'association d'abeilles noires aussi locale a voulu le sauver, puisque c'était des abeilles assez pures. Malheureusement, au moment de remettre le Christ, de réaccrocher le Christ, personne n'a voulu, aucun serrurier n'a voulu. C'est de la fonte, hein. Donc c'est l'habitat le pire qui soit, quoi. C'est très chaud l'été, c'est très froid l'hiver. Et les abeilles résistent là-dedans. Elles résistent. Elles vivent, elles ne résistent pas. Elles vivent tout simplement. Pourquoi, comment voilà. Elles ont tellement à nous apprendre encore aujourd'hui. On vous apportera pas toutes les réponses à ces questions. Mais c'est possible, oui, en tout cas, que les réseaux telluriques jouent un rôle important. Je rajoute simplement que dans le dernier numéro de la revue, on a justement Céline Lockville qui a écrit un article précisément sur ce sujet. Donc nous, on essaye d'être ouverts à ces approches qui sont assez passionnantes et qui sont vraiment intéressantes, qui manquent encore un peu de socle empirique, je dirais. Et donc voilà, on essaye de rester ouvert, mais on attend que les preuves s'accumulent, on va dire. En tout cas, c'est mon approche à moi, c'est d'être curieux, mais de demander des preuves. Et voilà, le dernier numéro montre que la question est ouverte. Les localisations, les destinations d'essaims qui se logent à droite, à gauche, sont diverses, variées. Après, on peut en tirer tout ce que l'on veut. J'ai souvenir d'un essaim en Bourgogne. J'habitais malheureusement pas très loin d'une casse de voiture et qui est resté quelques années dans une portière de Diane Citroën en ruine. Et cet essaim, il a vécu là 2-3 années jusqu'à ce que le casseur vienne me chercher pour évacuer l'essaim. Bon, voilà, j'en ai pas tiré de conclusion, hein.
et je n'ai pas acheté pour autant de Citroën plus tard, après. Mais ceci pour vous dire que on peut tout... Voilà. Les abeilles, tu le disais Bernard, des fois elles sont étonnantes. Et ce n'est pas à nous de tirer des conclusions de cet étonnement qui nous saisit. C'est la vie des abeilles. Les volumes, comme tu le disais, ils peuvent être... on fait une fixation souvent sur les volumes, alors que dans un grenier de 300 mètres cubes, vous pouvez trouver un essaim d'abeilles absolument merveilleux qui est là depuis X années et qui pend sur 80 cm, 1 mètre, avec 5 ou 6 ou 7 rayons magnifiques remplis de miel, et sa ruche fait 300 mètres cubes. Alors, on ne va pas faire des thèses sur les volumes de ruches, de choses comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire que tout est possible, et nous, on cherche toujours des réponses, et quand on n'en a pas, on essaye d'en imaginer. Alors c'est bien, c'est notre imagination, ça fait travailler les neurones, et puis c'est intéressant. Mais voilà, il faut rester des fois un peu scientifique, un peu rationnel, et dire quand on ne sait pas, on ne sait pas. On pourrait faire un inventaire à l'après-vert de tous les sites qui abritent des abeilles de manière tout à fait inopportune pour nous et très opportune pour elles. Alors ça va de la boîte aux lettres. Les encadrements de fenêtres sont très connus et là on peut les observer, c'est merveilleux. Et les rayons ne sont pas épais pourtant, hein, parce qu'en général c'est entre 5 et 10 cm maximum. Nous on connaît des cas, alors toujours on veut aller les sauver. À chaque fois qu'on va les sauver, on les tue, on les perd, parce que ce sont des sauvetages qui sont très, très difficiles à opérer. Et quand c'est comme nous, si vous sortez un autochtone d'Amazonie et vous l'emmenez vivre à Paris, ça ne va pas le faire, quoi. Aller chercher un essaim dans un encadrement de fenêtre, on le fait parce qu'on est obligé de le faire, parce que les occupants veulent rénover la maison ou des choses comme ça, mais à chaque fois, on essaie de leur expliquer l'intérêt écologique de la chose et l'intérêt même en termes d'observation, de contemplation qu'on peut avoir en sacrifiant une fenêtre pendant quelques années, parce que même s'il vit 10 ans, ce qui serait déjà extraordinaire, imaginez tous les essaims qui vont partir de ce nid-là, avec une bonne génétique, même 5 ans, même 3 ans, même 2 ans, ça serait bien. Mais en général, c'est des essaims qui vivent très très longtemps, des colonies qui restent très très longtemps en place. Je voudrais ajouter, si vous connaissez des colonies comme ça, indépendantes de l'être humain, c'est ça qu'on recherche. On étudie en ce moment, voir quels sont les mécanismes et comment on peut favoriser en installant des nichoirs, etc. Alors, je peux laisser mon adresse email ou la revue Abeilles en Liberté. La revue peut servir de lien. C'est des trésors qu'on aimerait connaître pour les protéger. Ce travail de recensement est extrêmement important parce que l'abeille mellifère n'a pas de statut. Et l'abeille mellifère domestique, qui est dans nos ruches pour produire, n'aura jamais de statut. Mais si on arrive à prouver qu'il y a une population d'abeilles mellifères vivant à l'état sauvage importante, on pourra peut-être, alors ça va être difficile parce qu'on va se heurter au lobby de l'apiculture, mais on pourra peut-être accéder à un statut et faire en sorte que ces colonies-là soient protégées, qu'elles fassent partie d'un bien commun, d'un patrimoine commun, c'est le cas, patrimoine génétique, mais culturel aussi, et faire en sorte que ces colonies-là, enfin pour moi, si réseau devait se créer autour de cette problématique-là, je pense que ce serait un point important, un objectif important à obtenir rapidement, c'est la protection de l'abeille domestique vivant à l'état sauvage et des lieux où elle vit. Parce que je vous ai parlé du petit village en Bretagne, c'est très intéressant. Là, c'est facile, elles sont protégées, les abeilles. La mairesse est apicultrice amateur et les 2 premiers adjoints aussi. Et tous les printemps, ils se régalent d'aller ramasser. Ce sont les administrés qui préviennent la mairesse ou à la mairie qu'un essaim est sorti de l'église. Ils vont les chercher et ils ont très très peu de problèmes avec leurs abeilles. C'est pas l'île de Groix, mais presque. Vous voyez, c'est un petit îlot de préservation au milieu des grandes cultures, au milieu de nulle part, j'allais dire. Et ça fonctionne bien. Mais le jour où cette mairesse ne sera pas reconduite dans ses fonctions, imaginez que il y a 2 ou 3 personnes malveillantes dans le conseil municipal, ils vont reboucher tous les trous en 24 heures, et là, ce sera dramatique. On perdra tout.
Donc c'est extrêmement important de sensibiliser les gens à la présence de ces abeilles, de les repérer, d'en faire part, ou de créer des réseaux locaux d'observation comme l'a fait Vincent. Vincent n'hésite pas à se déplacer ou à donner des informations sur la démarche qu'il a entreprise. Et c'est vraiment une démarche à copier et recopier le plus possible. Si je peux élargir un peu le sujet, donc je suis de la Belgique et par le travail que nous avons lu en Abeilles en liberté, nous étions très motivés pour savoir s'il y avait des abeilles en état sauvage dans une partie tellement peuplée comme la Flandre. Parce que la Flandre, c'est plutôt une grande ville qu'un pays. Et tout le monde qu'on parlait était convaincu, apiculteurs et tout, qu'il n'y en avait pas. Nulle part. Alors nous avons lancé un simple appel, juste un simple appel dans notre network, donc pas de travail bien organisé ni rien du tout. Il y a 2 ans que nous avons fait ça et dans un mois, il nous était rapporté 70 endroits où il y avait des abeilles qui habitaient en liberté. Donc je dois avouer que moi aussi j'étais quand même surpris parce que je suis sûr, si on organise la recherche bien fondamentale, etc., on va en trouver des nombres tout à fait inattendus. Mais ce que nous avons demandé, c'est de situer quand même un peu le type de l'endroit où les abeilles étaient. Et nous avons dû constater que 70% étaient dans un arbre à une hauteur entre 3 et 4 mètres et qu'il y en avait 30% qui étaient, comme vous avez déjà signalé, un peu plus libéralistes, un peu plus créatifs. Donc on en a trouvé dans tout genre d'endroits, des vieux bâtiments, etc., etc. Mais apparemment, en Flandre en tout cas, la majorité paraît un peu conservatoire. En cherchant des arbres, pour le peu qu'il y en a, ils en trouvent quand même où ils peuvent nicher. Donc juste pour prouver que ce qui est très, très amusant, c'est moi je vais souvent parler pour des groupements d'apiculteurs traditionnels, conventionnels. Je pose toujours la question, est-ce que d'après vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des abeilles qui vivent en liberté? Tout le monde dit non, non, non. Alors moi je prouve que c'est le cas, mais nous n'avons jamais informé les gens de l'emplacement exact, juste pour éviter qu'on commence à les... Donc, nous indiquons, nous avons fait une petite carte, par exemple, à Bruges, il y en a 4, à Bruxelles, il y en a 6, mais sans location précise. Il y en a plein qui passent inaperçus. En France, c'est exactement le même topo. Les arbres sont des écosystèmes à part entière. Les arbres creux sont des écosystèmes à part entière. Ils sont très, très souvent, ces vieux arbres creux, sont très, très souvent recouverts de lierre. Je vous mets au défi de repérer un essaim qui va et vient, des abeilles qui vont et viennent dans ce lierre, en dehors de la saison hivernale où c'est peut-être plus facile de les observer. Et encore, le lierre étant persistant, c'est très difficile. Donc fort heureusement, il y en a énormément. Et en France, c'est exactement le même discours. Les apiculteurs prétendent que les abeilles mellifères vivant à l'état sauvage transportent les maladies, c'est complètement faux. Ils prétendent qu'il n'y en a plus parce que ça les arrange, ça évite justement qu'on dépose des dossiers de protection auprès de certains députés qui sont sympathisants de la cause, etc., etc. Donc il ne faut surtout pas écouter ces discours. L'abeille est beaucoup plus efficace qu'on ne la soupçonne. Certains pays, je crois que c'est le Luxembourg, obligent la destruction des essaims d'abeilles mellifères vivant à l'état sauvage. Dans certains pays, on a confirmé. On les appelle des bombes à varroa. Et elles gèrent mieux le varroa que les abeilles dans les ruches. Puis le varroa est arrivé avec les ruches, avec les transhumances, à tout va. Si c'est développé de manière aussi fulgurante, c'est parce que des abeilles domestiques, des apiculteurs ne vivaient que dans un seul modèle, un seul type de ruche. On leur a créé, les apiculteurs ont créé un boulevard au développement du varroa. Et 40 ans après, effectivement, c'est une vraie catastrophe écologique. Le varroa est de plus en plus résistant aux produits chimiques, les abeilles de plus en plus fragiles. Cherchez l'erreur. Est-ce que quelqu'un parmi vous a étudié les nœuds de Hartmann? Parce qu'il y a bien des endroits où des colonies périssent systématiquement si on les déplace de 1 mètre ou 1,50 m, tout se passe bien.
On a beau remettre la colonie au même endroit, ça dégénère. Et c'est- La question Ouais, des mais voilà. nœuds de Hartmann. Je vais vous donner un exemple auquel je n'apporterai absolument aucune explication parce que ça m'échappe totalement. Il y a pas loin de 40 ans de ça, j'étais très jeune à l'époque, je travaillais avec une très vieille dame qui avait énormément de ruches et elle avait besoin d'aide, donc je l'aidais. On faisait des transhumances. Et un jour, c'était en Bourgogne, on était dans une région de prairies assez humide, c'est la région de Is-sur-Tille, je ne sais pas si certains connaissent, enfin voilà, assez boisée, tout ça, et on transportait nos ruches le soir à la tombée de la nuit. Et Madame Bouvier, elle s'appelait Madame Bouvier, était, je l'ai dit, assez âgée, donc c'est moi qui portais les ruches. Et elle me surveillait du camion et elle me dirigeait. Et j'étais tout débutant. Et alors je posais les ruches, allez-y, posez. Et à un moment, je pose une, avant même que je l'ai posée, excusez-moi, je vais essayer de prendre l'accent bourguignon. Mais enfin, Henri, c'est mon prénom, Henri. Vous voyez bien que vous posez la ruche sur un courant d'eau. Je posais la ruche sur un courant d'eau. Moi, j'avais les pieds par terre, dans la prairie, sur l'herbe, et j'avais déjà posé 4-5 ruches, et je n'avais pas pataugé. Et il y avait un courant d'eau. Et elle m'a dit, c'est pas là qu'il faut la mettre, cette ruche, parce qu'elle ne va pas être bien. Donc, j'ai déplacé la ruche. Je n'ai jamais rien compris, jamais rien cherché à comprendre de cette histoire, mais apparemment, elle devait connaître, je ne sais pas si c'est tellurique ou pas, hein, elle devait connaître certainement des choses que je ne connaissais pas et qui devaient influencer sur l'énergie de la ruche. Non, malheureusement, on n'a personne qui pratique ce genre de technique, mais ça existe, hein, c'est sûr. C'est une réalité, on le constate. Moi, je suis pas du tout un scientifique pur, donc moi, si ça marche, tant mieux, faites-le. Si vous avez cette sensibilité-là, moi, je ne l'ai pas, ça ne marche pas. Les baguettes dans mes mains, je fais ce que je veux avec. Je les fais tourner où je veux, quand je veux, comme je veux. Je peux vous faire une démonstration si vous avez des baguettes. Voilà. Je me permets de vous renvoyer de nouveau vers Céline Locqueville, que vous connaissez peut-être, oui, qui accumule, elle, de son côté, pas mal de données sur la question, et sans même renvoyer à la revue, où on a parlé un petit peu de ça, on a commencé à en parler, avec curiosité. Sur son site internet, en tout cas, il y a pas mal de choses. C'est comme les arbres, on parlait des vieux arbres creux, les arbres tordus dans tous les sens, il y a bien quelque chose qui les a empêchés de pousser droit. Souvent, ils sont isolés au milieu de la forêt. Moi, j'en connais plusieurs dans les Pyrénées. Il y a bien quelque chose qui empêche leur développement. Me demandez pas quoi, je ne sais pas. Mais c'est peut-être des nœuds Hartmann, effectivement. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Vous lui donnez un micro ? Oui, j'interviens juste pour apporter une toute petite précision. Il y a différents réseaux. On va parler par exemple du réseau Hartmann, puisque c'est le plus usité. Quand on veut poser une ruche au bon endroit, moi-même, j'utilise le pendule pour le faire. Je ne cherche pas forcément à reconnaître le réseau. C'est le pendule qui me le dit, parce que je demande directement. On peut prendre des raccourcis. Ce n'est pas la peine de se prendre trop la tête non plus. En tout cas, les points pathologiques qui sont valables pour l'abeille ou pour tout le vivant, si vous posez votre lit dessus, sur ce nœud-là, même en hauteur, parce que ça joue sur la verticalité, vous aurez des problèmes. Et l'accident arrive quand, au croisement de ces lignes verticales et horizontales, passe un cours d'eau. Et c'est à ce croisement-là que le point pathologique est. Alors effectivement, là, si on pose une ruche dessus, vous pourrez faire l'expérience autant de fois que vous voulez, vous aurez toujours des problèmes. C'est plus à démontrer, c'est systématique, c'est du domaine de l'universel. Alors, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui produisent des effets.
Alors ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas les réponses, on n'a pas les... Il y en a une où on a une réponse et qui est ancienne. C'est, je pense me rappeler que c'est Réaumur qui avait fait une expérience que j'ai reproduite. Et alors moi, vous savez, je suis cartésien, je suis rationaliste, je suis comme ça. Et je l'ai reproduite parce qu'elle était très facile à faire. Si elle avait été compliquée, je ne l'aurais pas reproduite. Mais là, celle-là, elle était simple et ça tombait bien, j'avais le matos. Il ne s'agit pas de courant d'eau, il ne s'agit pas je ne me rappelle plus le nom, de choses comme ça. C'est un magnétisme local et un magnétisme ressenti par les abeilles. Quelle est cette expérience? C'était une ruche. J'avais pris une ruche en paille, telle que j'en avais encore à l'époque. Une ruche en paille dans laquelle vous mettez un essaim d'abeilles. Je vais parler de l'expérience de Réaumur. J'ai fait exactement la même, j'ai eu les mêmes résultats. Il a mis un essaim d'abeilles dans cette ruche en paille. Vous pouvez le faire chez vous, qui avez des abeilles. Ça vaut même le coup de fabriquer la ruche en paille, rien que pour faire l'expérience. C'est magnifique, c'est étonnant. Et ça prouve quelque chose de concret. Vous mettez cet essaim dans cette ruche. Et vous mettez sur une plateforme devant chez vous, et tous les jours, en allant chercher votre pain, par exemple, parce qu'on va chercher du pain tous les jours, vous tournez cette ruche dans le sens ou dans un autre. Il n'y a pas de sens mystique et autres. Vous tournez, mais toujours dans le même sens, de 1 cm par jour. Vous faites ça pendant 30 jours, un mois et demi, 2 mois, comme vous voulez. Et vous aurez la surprise le jour J, c'est-à-dire au bout d'un mois, 1 mois et demi, vous retournez la ruche, après avoir un petit peu enfumé quand même, par précaution, et vous aurez la surprise de voir les rayons hélicoïdaux. Ce n'est pas de la magie. Hélicoïdaux, c'est-à-dire au lieu d'être, vous savez, bien parallèles, bien, etc., ils sont tournés, suivant l'action que vous leur avez donnée manuellement pendant 30 et 40 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les abeilles, effectivement, sont sensibles à un magnétisme, non pas céleste ou je ne sais d'où, mais local, terrestre. C'est pour ça que c'est toujours gênant, ne serait-ce que la transhumance. Changer les abeilles d'emplacement, les emmener dans une autre orientation, un autre versant, enfin plein de choses différentes, ça les dérange. Parce qu'elles sont sensibles au lieu sur lequel elles sont. Vous avez des ruches toujours de biodiversité, sans cadre, sans rien, où les abeilles des ruchetons, où elles construisent naturellement. Vous en mettez une ici, vous en mettez une à 200 mètres de là. Elle va vous faire des rayons, puisqu'elle les a fait naturellement, dans ce sens, assez régulièrement. L'autre, elle les aura fait dans un autre sens. Pas du tout par rapport au magnétisme terrestre, qui reste à peu près le même. Non, local. Il y a un magnétisme local, voilà. Donc, alors après, on peut effectivement avoir des courants d'eau, des choses comme ça. Je n'y connais strictement rien. Ce que je sais, c'est pour l'avoir fait, c'est qu'il y a un truc bizarre, probablement magnétique, qui permet aux abeilles de s'orienter suivant un point précis, le point précis où elles sont. Oui, je vous remercie de travailler comme ça avec un précurseur un petit peu sur le réensauvagement des abeilles. Mais je me posais une question de savoir si vous avez élargi un peu le problème et si vous avez quelques conseils à me donner en ce qui concerne le réensauvagement des esprits humains. J'y travaille aux Nations Unies pour les Amérindiens et j'ai quelques difficultés. Et comme je vais sortir un bouquin d'ici Noël, peut-être vous pourriez me donner quelques informations. Bien, vous êtes taquin, c'est intéressant. Je ne pense pas que ce soit le lieu de faire les définitions aujourd'hui de ce que c'est que le sauvage et de ce que c'est que le domestique. Je peux facilement renvoyer vers Philippe Descola, que vous connaissez certainement, par De la nature et culture. Et comment vous dire, je vais vous donner un scoop. On travaille en coulisses à justement se focaliser sur la question du réensauvagement et d'en faire un sujet à part entière qu'on va chercher à valoriser. Ce qu'on sait faire, nous, c'est des revues. Ça, on sait le faire à peu près bien. Donc,
Eh bien, voilà, c'est un scoop, mais c'est un sujet nouveau et un peu balbutiant encore. On prépare un hors-série sur le réensauvagement, et donc voilà, là aussi la question est ouverte, mais c'est vraiment un grand sujet pour moi. Alors le terme de réensauvagement est très ambigu quand même, parce qu'on s'en sert aussi pour décrire les gamins de banlieue qui vont faire brûler des voitures. Et je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, on nous faisait remarquer que c'était peut-être pas le terme le plus à propos qui soit. Il fallait peut-être réfléchir à d'autres termes. Et on nous a proposé, par exemple pour les abeilles, mais pour d'autres espèces aussi, le loup, l'ours, ce que vous voulez, l'écureuil des bois, des espèces que l'on laisserait en libre évolution, hein, sur lesquelles l'homme créerait des territoires où effectivement son action est très peu pesante, et où les animaux, la faune, la flore, évoluent comme ça librement. Donc il y a tout un travail aussi de sémantique à faire pour pas se planter, pour qu'on soit bien compris du grand public. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de réensauvagement, si vous en parlez à un urbain, il pense à sa voiture qui a brûlé à Noël la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais justement, notre travail, c'est d'expliquer et de rentrer dans le détail des choses et de sortir des clichés qui sont effectivement très courants. Alors, c'est pas pour insister forcément, mais le terme de réensauvagement est porteur d'un très fort potentiel, notamment de questionnement, hein, sur ce que sont nos sociétés, ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, avoir... oui. Très simplement, pour définir un tout petit peu la chose très rapidement... Oui, c'est pour ça que c'est un vaste sujet. La définition que j'ai trouvée la plus parlante actuellement, c'est le fait de permettre aux vivants autonomes de se refaire une place dans un environnement en cours d'artificialisation avancée. Et si nous faisons partie, effectivement, nous sommes vivants, je crois, s'il y a une dimension d'autonomie qu'on peut retrouver peut-être, hein, pour esquisser juste une piste là comme ça, pourquoi pas. Mais franchement, je crois que ça mérite d'être très largement approfondi, discuté et voilà, précisé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le sauvage, ça fait très peur à tout le monde. Mais même si le sujet est très vaste, hein, et puis le nôtre est plus restreint sur les insectes, mais néanmoins, ça se rejoint dans une espèce de prise de conscience du public. Alors, le public, c'est nous, c'est vous, c'est toutes les infos, et tous les messages, tout ce qu'on reçoit depuis quelques années. Cette prise de conscience où les gens, beaucoup de monde, sont en demande eux-mêmes de se libérer eux-mêmes, et par là, de libérer leur environnement immédiat. J'en ai pour exemple que jamais on a eu autant de demandes de personnes qui nous contactent et qui disent voilà, j'ai un territoire, ils ont de la chance, ils ont un territoire, eux, qui m'appartient, qui fait tant d'hectares, 100 hectares, 200 hectares, 50, et je veux le protéger, je veux qu'il redevienne ce qu'il était. Alors, ce qu'il était, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas remettre des dinosaures. Simplement, ces gens-là parlent de biodiversité, d'équilibre de biodiversité, parce que probablement, ils souffrent eux-mêmes, de l'atteinte de ce qui se passe au-delà de chez eux. Ils ne veulent pas que ça atteigne leur propriété. Bon, après, c'est de la propriété privée, etc. C'est ce que on peut parler longtemps là-dessus. Mais néanmoins, ils sont sensibilisés au bien-être, aux équilibres, aux équilibres de ce qui les entoure. Et c'est des demandes, moi je trouve intéressantes, de plus en plus nombreuses. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, moi ça m'intéresse de me déplacer, d'aller chez ces gens, de voir leurs réactions, de voir ce dont ils parlent. Et très souvent, moi, de me sentir à l'aise dans ce milieu-là, parce que je me dis, oui, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et ça va être très long, mais on va essayer de le faire. Alors ça passe pas seulement par l'abeille mellifère à miel, ça passe par tous les insectes pollinisateurs. Dernièrement, j'étais dans un lieu, c'était dans la Creuse,
c'était les grenouilles, c'était de faire disparaître les écrevisses américaines, chose une gageure, mais c'était une tentative. Il y avait toute une partie, il y avait à peu près 50 hectares de monoculture du pin, de pinède, qui avait été planté là par d'anciens propriétaires. Ils veulent supprimer ça, ils ont raison. Enfin bon, il y a tout un travail de réflexion pour remettre des équilibres. C'est pas refaire de la forêt primaire, c'est pas remettre des bestioles qui ont disparu et qui ne réapparaîtront jamais, c'est pas ça. C'est de refaire une espèce d'équilibre biologique, voilà, autour de ces demandes. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Moi, j'en ai 3 ou 4 en exemple. Il y a un projet de retour à d'une forêt primaire en Europe qui est porté notamment par Francis Allais. Voilà, peut-être que vous le saviez, mais je rajoute. Donc peut-être qu'on ne mettra pas des bisons dedans, mais enfin, il y a quand même des projets comme ça qui naissent. Dans les milieux réensauvagés, la faune, la flore se déplace. Elle conquiert des terrains nouveaux chaque année. Ça va très très vite. Mais la faune aussi se déplace. Le loup n'attend pas qu'on réensauvage nos campagnes pour arriver jusqu'en Bretagne, pour passer les Pyrénées et aller rejoindre les populations espagnoles. Certains grands mammifères auront plus de mal, bien sûr. L'ours, il va rester cantonné longtemps dans les Pyrénées, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'espoir de ce côté-là, en tout cas. Et ce qui bloque pour le moment, c'est la peur de la nature et c'est surtout la non-utilisation. On le disait ce matin, Mathieu nous l'a très bien, brillamment expliqué. C'est le fait qu'on veuille mettre cette nature en dehors d'un système productif. Et ça ne plaît pas du tout. Ça fait peur et ça ne plaît pas. Et très peu de gens sont prêts à faire ce chemin-là. Et c'est là-dessus qu'il faut agir, convaincre. Et Henri, le travail que tu fais, c'est juste fabuleux, quoi. On aimerait en avoir. J'aimerais avoir quelqu'un qui me dit j'ai 50 hectares à mettre à votre disposition. Je dis c'est fabuleux, c'est les propositions que tu as de terrain. Voilà. Oui, j'essaye de les suivre. Et, enfin, on essaye de les suivre parce qu'on essaye d'être plusieurs. Et ben, pour le moment, c'est au stade de l'exploration. Il y a des endroits où on a déjà réimplanté parce qu'on a vu qu'il y avait de vrais manques au niveau des abeilles. Mais on en parlait tout à l'heure, sans faire de... C'est pas la question de mettre des abeilles, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, des populations équilibrées. Bien évidemment, avant de mettre quoi que ce soit de vivant quelque part, on essaye de regarder un petit peu que ce vivant puisse ne pas avoir d'influence négative sur le reste, et puis puisse vivre. Bernard le disait tout à l'heure, c'est vrai, c'est pas pour autant qu'un territoire paraît déshérité, je pense à la monoculture, etc. Beaucoup de monoculture, enfin une géographie qui nous paraît, voilà, je ne mettrai pas des abeilles, hein, voilà. Peut-être que si, parce qu'il y a des abeilles qui se sont adaptées à cet endroit-là. C'est toute cette recherche-là qui est intéressante de faire et qu'on essaye de faire, Une question là. Là. Du coup, ça veut dire qu'on peut réensauvager n'importe quel espace en France. Je pense notamment au Var où c'est sec. Vous pouvez même réensauvager votre balcon si vous voulez. Donc ça, j'ai compris. Et d'ailleurs, ça me mène à la deuxième chose. On parle souvent en ville de concurrence entre abeilles mellifères et abeilles, enfin les autres pollinisateurs. Mais je crois que la concurrence, c'est peut-être plus entre le béton et le vivant. Clairement. En fait. Les phénomènes de concurrence entre les différentes espèces d'abeilles sont très locaux. Ça dépend vraiment du contexte. Il y a des endroits, c'est évident, il y a trop d'abeilles mellifères parce que voilà, c'est la mode. Il y a des entreprises qui financent des apiculteurs pour surveiller une dizaine de ruches sur le toit de leur immeuble. Ça peut effectivement créer très vite des graves problèmes. Ça devrait être une question de bon sens. On ne devrait jamais, quel que soit le territoire, on ne devrait jamais mettre de grosses concentrations de ruches mellifères là où on peut espérer effectivement des abeilles sauvages, qu'elles soient mellifères ou pas, et toutes les autres formes de vie se développent, si on veut. La nature, c'est la loi des équilibres, hein, c'est pas la loi des déséquilibres. L'homme, c'est la loi des déséquilibres, la nature, c'est la loi des équilibres. Donc, cherchez l'erreur, parce qu'une nature vivante, résiliente, en bonne santé, elle est équilibrée, elle est diversifiée. La biodiversité n'est pas un vain mot, c'est quelque chose
d'extrêmement important qu'on peut travailler partout. Ça, c'est hier matin, on a eu un très chouette exposé aussi. Même en ville, vous pouvez végétaliser des rues entières, des avenues entières et avoir une biodiversité incomparable. Réensauvager la ville, quoi. Oui, réensauvager la ville. Vous aurez une biodiversité bien plus importante que dans certaines communautés rurales désertifiées par les pratiques agricoles assassines. Voilà, et donc ça me mène quand même à ma première question sur est-ce que tout endroit est, on peut... en fait, je ne comprends pas, le réensauvagement, est-ce qu'il faut le prendre comme une observation ou le faire comme une action? Il y a le site internet rewilding.fr et rewilding.europe.eu, je pense. Alors, ça donne beaucoup d'informations parce que ce n'est pas seulement laisser tout sauvage, il faut voir le contexte, etc. Même un balcon, on peut essayer d'aménager, mais c'est bien de s'informer. Comme l'abeille mellifera, elle a été importée en Amérique centrale, par exemple, là où apparemment il va y avoir des projets. Est-ce que sur le plan sanitaire, on sait s'il y a une influence des maladies véhiculées par Apis mellifera sur les mélipones? Est-ce que ça a été étudié ou est-ce que ça va être fait? Oui, d'abord, c'est la concurrence nourricière. C'est pas pareil une petite colonie d'abeilles mélipones par rapport à une colonie de 50 000 abeilles mellifères. Des maladies, je n'ai pas encore recherché, mais il doit y en avoir. Les loques, par exemple, je ne vois pas pourquoi, si ça existe, l'échange entre les bourdons et les abeilles mellifères, je ne vois pas pourquoi les mélipones et les mellifères n'échangent pas des pathogènes. C'est une bonne question, je vais... En tout cas, pour ce qui concerne l'Europe et notamment la France, les transmissions de maladies entre l'abeille domestique et par exemple les bourdons sont documentées. C'est juste un rappel. Une autre question? C'est une question, un commentaire. On a parlé de réserve. On est tous citoyens, on est tous électeurs. Donc je vous encourage tous à contacter vos élus locaux, puisqu'il y a ce fameux programme de mettre 30% des superficies de chaque commune en réserve. Donc je vous encourage tous à contacter vos élus et à essayer de mettre ça en place et être partenaire de ça. Parce que je pense que c'est une formidable possibilité, justement, d'avoir des réserves naturelles dans chaque commune. Voilà. Oui, c'est intéressant. C'est pas connu, c'est pas très connu, mais c'est à répandre et puis à se plonger dans ce programme. Ben oui, ça paraît tellement évident. Comme, je sais pas, comme chaque maison en construction devrait avoir des capteurs solaires, devrait avoir tous ces changements à venir et qui paraissent évidents. Ben pourquoi les communes n'auraient pas effectivement tout un secteur qui serait inviolable? Voilà. Oui, ben, je sais pas, moi j'abonde complètement dans ce... Un élément nouveau par rapport aux réserves naturelles. Pendant longtemps, les réserves naturelles et le Conservatoire du littoral, je le mets dans le même lot, refusaient la présence. Enfin, ils n'aimaient pas du tout les abeilles mellifères, à cause de l'apiculture et à cause du traitement qu'on faisait à l'apiculture. Si on leur démontre que sur leur territoire, il y a effectivement des nids ou des vieux arbres qui abritent des colonies d'abeilles mellifères vivant à l'état sauvage, ça change complètement leur regard. Et petit à petit, là, on a les premiers exemples de PNR ou au Conservatoire du littoral sur la Manche, un ami qui travaille dans ce sens. On se rend compte qu'effectivement, de plus en plus de portes s'ouvrent. L'île de Groix est un très très bon exemple, puisqu'effectivement là, tout le monde est associé dans cette démarche, à la fois des apiculteurs amateurs, qui surveillent eux-mêmes les populations d'abeilles mellifères vivant à l'état sauvage de leur île,
le conservateur du littoral est impliqué, les élus sont impliqués. Donc il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Mais effectivement, c'est un travail individuel qu'il faut faire, chacun dans sa région, d'aller faire la promotion de ce réensauvagement ou protection de ce qui existe déjà, parce que ce soit à Groix ou les petits villages bretons qui abritent des essaims depuis des décennies, elles sont déjà là. Elles n'ont pas besoin d'être réensauvagées, elles sont là. Donc voilà, il faut juste les préserver. Ça me paraît important de rebondir sur ce que tu dis et de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps encore, ça se compte en décennies, l'abeille endémique, l'abeille noire, Apis mellifera mellifera, était présente de partout, notamment chez nous, à l'état sauvage. Donc voilà, le réensauvagement de l'abeille, quelque part, il n'est pas si loin. Et bon, j'en profite pour dire que je peux rappeler encore une fois que les conservateurs de l'abeille noire en France ont déjà fait un énorme travail, mais qu'elles rencontrent des difficultés pour aboutir cette protection. Donc c'est un rappel, parce que si vous êtes là, vous avez probablement vu échanger avec Vincent Canova et les conservateurs de l'abeille noire, mais cette abeille était là, et elle est toujours là, simplement elle se réduit comme une peau de chagrin. Il y a beaucoup de progrès qui a été déjà fait, parce que oui, avant on ne croyait pas que l'abeille sauvage existait. On l'a démontré scientifiquement par le recensement dans différents pays de l'Europe et même de l'Amérique, où elle était introduite. On croyait aussi que l'abeille à l'état sauvage était une source de problèmes sanitaires. On a démontré qu'elle est en meilleur état que dans les abeilles dans les ruches. Alors on avance et bon, les sciences participatives sont très importantes parce que nous tous, on peut collaborer avec les chercheurs et aller dans les bons sens ensemble. Je me permets de rajouter une dernière chose assez courte, c'est que ça me paraît improbable de penser sauvegarder l'abeille ou la réensauvager sans réensauvager évidemment son environnement. C'est-à-dire, évidemment, je ne sais pas si on peut parler de protection ou de sauvegarde, mais de une nouvelle fois prendre conscience que l'abeille a un territoire, a besoin de ressources, et que c'est tout ça qu'il faut protéger ensemble. Et petite note négative, dans l'évaluation du projet de réensauvagement, en tout cas dans notre façon de l'aborder, on s'est heurté à une première difficulté avec certains pâturages de montagne qui sont très largement contaminés par des produits chimiques de synthèse. Voilà. On pourrait lister les difficultés qui nous attendent, mais je pense à celle-ci notamment. C'est plein d'espoir, ce projet est plein d'espoir, mais il y a quand même des obstacles devant nous. Ce qui explique, cette observation explique pourquoi nos abeilles dans les Pyrénées, qui est un milieu très sauvage et en pleine déprise agricole, les populations d'abeilles domestiques, qu'elles soient sous la coupole des apiculteurs ou vivant à l'état sauvage, sont bien moins nombreuses qu'en Bretagne, par exemple, en zone agricole. On en est dans ces constatations tout à fait aberrantes, mais c'est lié effectivement à la dispersion d'autres types de produits sur les alpages. La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est est-ce que l'homme pourra survivre longtemps sans se réensauvager un minimum, continuer cette fuite en avant vers l'artificialisation de nos milieux, de nos modes de vie, nos modes de pensée? Moi, je ne crois pas. Je crois que l'enjeu est super important, et si on ne prend pas le virage maintenant, je ne sais pas quand on le prendra. Il y a du danger pour ceux qui veulent le prendre. Bien sûr. Pardon, la transmission horizontale des virus entre espèces, qui a été, tu as bien répondu Stéphane. On parle tout ce qui est finalement délétère pour la nature qui veut être libre, ce sont les pratiques contaminantes de la production intensive. Créer des zones, protéger des zones de cette influence est le préalable à la durabilité des actions, de ce type d'action qu'on prône tous. Donc là, finalement, c'est le lien vraiment entre tout ce qu'on a dit, enfin beaucoup de choses qui ont été dites dans ces journées, quoi.
On est devant une contamination généralisée des milieux, et cette contamination, elle n'est pas due à la nature qui veut y survivre, elle est due à l'intervention qu'on lui fait subir. Et là, vous avez entendu le discours, certains, le discours d'Assen, etc., sur cette contamination. On doit faire tout ce qu'on peut pour l'arrêter dans certaines zones. Parce que l'importation des colonies d'abeilles, quelle qu'elle soit, le déplacement amène des virus, des problèmes qui vont être transmis à tout ce qu'il y a autour d'elles, et pas dans l'autre sens. C'est pas en mettant des ruches de biodiversité qu'on va transmettre des maladies, ça a été dit. On va pas transmettre des maladies aux ruches d'élevage en mettant des ruches de biodiversité. Ce sont les ruches d'élevage qui transmettent des maladies aux ruches de biodiversité. Voilà, je crois que c'est ce qu'on a dit. Sacrée Abeille, de toute façon, est résolument ouvert vers la biodiversité. L'abeille est un prétexte, vous l'avez compris pendant ces 3 jours. C'est un prétexte fabuleux, c'est un prétexte d'autant plus fabuleux qu'il jouit d'une haute estime et d'un capital sympathie qu'aucun autre animal ne possède. Donc pour nous, c'est une porte d'entrée extraordinaire. D'autant plus que voilà, pour nous, c'est pas la passion et l'amour de l'abeille. Pour nous, n'est pas quelque chose d'artificiel. Ça fait des années qu'on baigne là-dedans. Donc voilà, merci à l'abeille en tout cas d'être là, d'être présente et de nous permettre de nous battre ainsi. Moi, je l'ai fait aussi avec l'ortie, qui elle jouissait d'un statut complètement différent, de mal aimé, et on arrive vraiment facilement, non, mais rapidement, avec un petit peu d'effort, à inverser complètement la tendance et à rendre sympathiques des choses qui peuvent inquiéter. Et je pense que les gens, ils demandent que ça, de l'information. On est là pour ça. Merci. Je voudrais répondre à ce que tu disais. Excuse-moi, je reviens un petit peu en arrière parce que ça répond. Moi, je marche par souvenir, par des moments que j'ai vécus. Toujours en Cévennes, deux des plus beaux ruchétrons, probablement des Cévennes, à tel point qu'il a été photographié je ne sais combien de fois par le Parc national des Cévennes. Bref, mais ce ruchétron a été vivant il y a une centaine d'années, c'est-à-dire que c'était un des plus gros, il devait y avoir une centaine de ruchetrons, ce qui est énorme, ce qui est magnifique. Et j'ai eu la chance, avec Lucille Quentin, qui fait partie de l'équipe, d'aller interviewer le dernier apiculteur qui s'en est occupé, 94 ans. On est arrivé dans cette ferme en altitude, c'est vraiment dans les collines très, très paumées, assez hautes des Cévennes. Il nous a reçus avec son chat et on a parlé une heure à peu près avec lui. Et puis il y a eu cette question qui a été posée par Lucille, je crois. Mais enfin, parce que ce rucher est vide d'abeilles. En fait, on a trouvé 2 colonies sur une centaine de ruches, 2 abeilles, enfin 2 colonies. Mais enfin, à quel moment le déclin est arrivé? Et il nous a répondu quand ils sont arrivés. Mais quand ils sont arrivés, qui? Eh bien, du Gard. Il avait beaucoup de mal à parler, il parlait par gestes, et on a compris qu'il parlait en fait des transhumants. C'était à une période très particulière. Pour ceux qui connaissent, il y a eu une période où on récoltait la bruyère, le miel de bruyère, de la calune. Et tout ce miel, on le vendait en Allemagne. Personnellement, j'ai connu la fin de ce marché, de ce commerce qu'on faisait avec l'Allemagne, parce que je récoltais de la calune. Et c'était pour les apiculteurs une manne de pognon. On s'est enrichi avec ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que les transhumants, du Gard, je dis du Gard, enfin du Sud en général, remontaient à ce moment-là pour aller sur les bruyères calunes. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé le déclin. Il a vu crever ces colonies les unes après les autres. C'était des colonies qui vivaient
de façon complètement retirée, personne ne venait jamais là-haut. Personne. Simplement, le jour où économiquement ça est devenu rentable d'aller faire des récoltes de bruyères pour les vendre à 35 francs, à l'époque c'était des francs, à 35 francs le kilo, en gros, là, on débarquait des ruches et des ruches et des ruches et des ruches, et les ruches qui étaient uniquement des abeilles noires, purement noires, parce que c'était vraiment des endroits enclavés et sans aucun autre ruche, et ben là, c'est là à ce moment-là qu'il a vu la disparition de toutes ces ruches. Tout a disparu. Qui est la meilleure des preuves que c'est ce mouvement de colonies qui a amené Varroa. Alors à l'époque, c'était la grande mode des Italiennes, je crois, les abeilles italiennes. Donc voilà, après il y a eu sans doute la Buckfast, etc., qui ont complètement pourri le lieu. Et aujourd'hui, vous y allez, il n'y a plus d'abeilles. C'est une ruine. Je voudrais ajouter quelque chose. L'abeille est un modèle de conservation, de protection, mais tout est lié, il faut tout aider la nature. Et l'abeille, elle est hautement adaptable, elle évolue très rapidement. Et finalement, j'ose dire que j'ai peur pour l'humanité plus que pour les abeilles. Oui, je voudrais vous donner un témoignage d'après réensauvagement. Je vis dans une châtaigneraie tricentenaire qui est abandonnée depuis un siècle et demi, mais il reste encore un millier d'arbres qui sont plus ou moins morts, plus ou moins vivants. Et ces arbres étaient le réservoir de l'apiculture traditionnelle. Donc chaque année, on remplissait les ruches les yeux fermés. Depuis le Varroa, toute abeille avait disparu de ces arbres et remplacée par des frelons, des étourneaux, des pivers, de ça. Donc, et puis depuis plus d'une trentaine d'années, moi je rejette dans la nature des essaims qui sortent de mes ruches d'abeilles locales et je repeuple ces châtaigniers. Alors, petit à petit, je vois de temps en temps des arbres, des nouveaux sites qui sont vivants. Et puis, cette année, j'ai eu une surprise. En retour, j'ai reçu 2 essaims parfaitement noirs. Donc, à l'analyse, ils sont magnifiques. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'ai tendance à penser qu'il y a un retour et une relation de cause à effet. On s'est rendu compte de ça. Je ne dirais pas que c'est des abeilles noires, mais d'un noircissement dans le temps de souches installées à qui on fout la baie, qui vont faire les reines vont faire leur fécondation, on s'en occupe pas, etc. Le meilleur exemple, ce sont des buckfast, des buckfast parfaitement buckfastés, c'est-à-dire parfaitement, voilà, qui au bout de 4-5 ans sont devenus des colonies. On ne peut plus dire que c'est des buckfast, c'est des hybrides, hein, mais qui vont vers le noircissement. Alors, moi, je ne suis pas généticien, hein. Là, ça aurait été intéressant de parler avec les c'est des abeilles, avant tout, ce sont des abeilles. Mais quel est le phénomène qu'elles rencontrent pour revenir comme ça vers peut-être des origines génétiques, sans doute éloignées, peut-être qu'elles n'y arriveront probablement jamais, mais c'est une évolution de l'abeille, une évolution génétique de l'abeille qui se produit, qui va dans le bon sens. Mais attention, nous, c'est optique. C'est-à-dire qu'on la distingue, elle va vers un noircissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un travail de généticien. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir imaginer qu'il existe encore des faux-bourdons sur des lieux de rassemblement de faux-bourdons, qui eux sont encore un grand mystère. Vous avez des milliers de faux-bourdons qui tournent et qui viennent de tous les espaces environnants et qui peut-être possèdent encore des concentrations de faux-bourdons noirs qui amènent leurs gènes encore dans des reines qui ne sont pas du tout, elles,
et qui mélangent leur sperme dans leur spermatèque, qui mélangent des spermes de toute origine et peut-être beaucoup de noirs qui existent encore à l'état inconnu, sauvage, on ne sait où. Mais ça, on le constate. Moi, je l'ai parfaitement constaté en Cévennes. En 4-5 ans, voir des buckfast devenir visuellement noirs, oui. Georgie, juste une petite hypothèse intéressante. On a tous effectivement constaté, contre toute attente, dans beaucoup de situations perdues un peu d'avance, un retour vers le noir. J'ai une hypothèse qui vient pas du tout de moi, je ne sais même pas la sourcer, mais enfin, elle est intéressante peut-être à écouter et peut-être à vérifier parce qu'elle peut être observable. C'est l'idée de croire que, en fait, l'abeille, quand elle sort pour la fécondation, elle y va pas seule. Elle est accompagnée par des abeilles de la ruche qui pourraient empêcher toute fécondation avec des mâles qui ne font pas partie de la lignée d'Apis mellifera mellifera. Voilà. À suivre, mais ça me semble répondre peut-être à cette interrogation qu'on a tous, que j'ai eue aussi, et dans certaines conditions, on se demande vraiment comment c'est possible. Et peut-être que par cette explication-là, alors s'il y en a qui sont en capacité de pouvoir essayer d'observer ça, si la reine part accompagnée ou pas, ça semble être possible peut-être d'observer cette chose-là. Voilà. François Hubert, il y a en 1700 et quelques, qui se posait des questions sur la fécondation des reines, s'est posé beaucoup de questions pendant très longtemps. Mais avant d'en tirer des conclusions certaines, il a attendu de voir effectivement dans sa main une reine avec planté au bout de son abdomen, dans son vagin, l'appareil sexuel d'un faux bourgeois. Et là, c'est ce jour-là, à ce moment-là, qu'il a compris comment ça se faisait. Peut-être, on peut tout imaginer. Simplement, il y a un jour où peut-être quelqu'un d'entre vous, peut-être, aura cette solution parce qu'il aura observé telle chose très précise et il pourra, lui, apporter l'explication. Mais peut-être, Lionel. Ah, Lionel. Oui, on va les... un généticien. Voilà. C'est pour ça que j'ai levé la main, d'ailleurs, puisqu'on en appelle à la génétique. Ça veut dire que j'ai encore du boulot sur la planche, quoi. Le pire, c'est que j'ai commencé, en fait, j'ai parlé ce matin, en fait, de l'expérimentation qu'on a fait dans les Landes. Donc j'ai parlé de l'isolement déjà, l'isolement partiel qu'on avait au niveau de la constitution des congrégations de mâles. C'est-à-dire qu'en début de saison, on avait plutôt des mâles buckfast dans les congrégations, en fin de saison, plutôt des mâles noirs. Et en fait, avec Gilles Fer, on avait fait une expérimentation, c'est-à-dire qu'on a élevé des reines noires et buckfast de début de saison, des reines noires et buckfast en fin de saison. Et en fait, on les a fait féconder de manière naturelle. Et j'ai jamais eu le temps d'analyser la génétique de la descendance de ces abeilles. Donc il va falloir, j'ai toujours les échantillons, ils sont là. Donc peut-être qu'avant la retraite, il va falloir que je le fasse. Mais effectivement, dans l'idée, c'est que comme on trouvait, en fait, finalement, les ruchers noirs étaient bien séparés des buckfast à l'époque, c'est que l'isolement, finalement, qui était naturel au départ du fait de la constitution des congrégations, on avait un début d'isolement, mais en fait, on a souvent dans les mécanismes d'isolement, moi je suis généticien des populations évolutionnistes, donc on connaît les mécanismes d'isolement reproducteur. Dans les mécanismes d'isolement reproducteur, en fait, on a aussi le modèle du choix du partenaire. Donc chez l'abeille, c'est extrêmement complexe, évidemment, et on pourrait essayer de le faire en le filmant comme on fait les Rutner à l'époque où ils ont commencé à filmer les premières fécondations naturelles avec le mât. Mais en fait, il y a une méthode génétique qui permet de le faire, c'est-à-dire que s'il y a un tri qui est fait au départ, normalement dans la descendance de ces reines, si j'ai un biais, je ne devrais pas avoir les mêmes proportions d'allèles buckfast et noirs, en fait, même en fin de saison, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai que 20% de mâles buckfast et que finalement 80% de ma descendance des reines buckfast est pure buckfast, ça veut dire qu'il y a un choix de partenaire, et réciproquement pour la noire. Donc ça, on peut le tester d'un point de vue génétique, parce qu'en plus, on a des marqueurs qui permettent de séparer l'ensemble. Donc c'est faisable, il va falloir que je m'y remette, tout simplement. Merci, je crois qu'il va falloir conclure. Voilà. Un petit mot de conclusion à chacun d'entre vous. Alors,
Moi, je me permets simplement de dire, voilà, on ne cache plus, la revue Abeilles en Liberté est en danger, en réalité. On a fait le choix éthique de ne pas être distribué en kiosque, de ne pas faire de publicité ou très très peu, enfin de ne pas être financé par la publicité ou très très peu, et ne pas avoir de subvention du tout. Donc en fait, notre activité repose essentiellement, principalement, uniquement sur les abonnements. Et c'est grâce à vos abonnements qu'on va pouvoir continuer à valoriser les projets qui naissent aujourd'hui, les accompagner, les expliquer. Et donc, d'une certaine manière, on compte sur vous, et aujourd'hui, on n'hésite plus à le dire, parce que sinon, on n'existera plus. Voilà. 35 € l'année. C'est pas cher. C'est génial. Vous avez même un tarif petit budget. En tant que contributeur à la revue, je peux qu'abonder dans ce sens. Voilà. C'est un espace de liberté, cette revue, surtout pour nous qui avons vécu des années d'apiculture enfermés dans un espèce de cloisonnement entre, enfin je ne vais pas les citer d'ailleurs, d'autres revues. Et là est apparue une éclaircie, c'est cette revue. Moi je sais que depuis qu'elle existe, depuis que Bernard a créé cette revue, et puis depuis qu'elle existe maintenant avec Stéphane, franchement, j'attends chaque trimestre et j'enrage quand elle n'est pas là, à l'heure précise, à la maison, et où je vais pouvoir m'installer et prendre ma semaine pour la décortiquer. Voilà. Et c'est sincère ce que je dis. Merci de votre attention. Alors le mot de la fin sera pour moi. Et si on leur foutait la paix, simplement la paix. On les observe et on les laisse tranquilles. Merci pour elles.